De retour sur Hack2Box, aujourd'hui on va hacker la machine Epsilon. Je l'ai démarrée, elle est en 10.129.96.151 et je vais la ping pour vérifier que j'ai bien un accès. Donc mon ping, je reçois une réponse, tout va bien, on va pouvoir faire notre Nmap, -p- pour scanner la totalité des ports, suivi de l'adresse IP de la machine. Donc on a trois ports ouverts, le 22, le 50 et le 5000. Donc on va relancer notre scanner avec 22, 50 et 5000 en tant que port et on va mettre les options -c pour les scripts par défaut et SV pour les versions des services. Le résultat, sur le port 22, on a un OpenSSH, on voit que c'est un serveur Ubuntu, jusqu'ici rien de très particulier. J'ai fait une erreur, j'avais marqué 50 au lieu de 80, donc petite erreur. Et également je vais aller dans mon dossier pour mes machines, je vais faire un nouveau dossier qui s'appellera Epsilon. Je vais rentrer dedans et je vais relancer mon scan Nmap ce coup-ci sans erreur, donc 80 au lieu de 50. Et je vais rajouter l'option -on pour mettre dans un fichier nmap qui s'appellera nmap.results. Quant au port 5000, juste pour revenir sur le port 5000, on voit que c'est du HTTP et que c'est un serveur Python pour être exact. Là, maintenant que le port 80 a été scanné, on peut remarquer une chose, c'est que notre Nmap a trouvé un dossier .git. Je vais taper github git tools. Les git tools, c'est trois petits scripts Python qui vont nous permettre d'extraire tous les fichiers du .git cible. Donc je vais récupérer le lien, faire un git clone de ce lien. Et maintenant que j'ai les git tools, je vais lancer le premier qui s'appelle dumper. Donc on voit le premier outil s'appelle Finder, c'est pour trouver les points guide sur les sites. On sait déjà qu'il y a un point guide, donc ça c'est bon. Maintenant Dumper, il va download le maximum de ce qu'il peut. Il va download tout ce qu'il peut. Pour l'utiliser, c'est très simple. On utilise gitdumper.sh, l'URL du dossier .git et le dossier de destination. Gitdumper.sh, la destination http://10.129.96.151/.git et le dossier de destination, on va l'appeler dump. Donc ici, il a téléchargé tout ce qu'il avait à télécharger. On voit qu'on a un dossier dump en plus. Si on fait un ls-la sur ce dossier dump, on voit qu'à l'intérieur du dossier dump, il y a le .git. Si on rentre dans le dossier dump, on peut faire du coup un git init et ensuite faire un git diff. On va plutôt commencer par faire un git log pour voir les logs. On voit qu'ici il y a une réparation d'un typo, ils ont réparé donc une faute de frappe. On voit également que c'est epsilon.htb, le nom de domaine est epsilon.htb, donc on va l'ajouter à notre fichier host. Et on voit qu'ils ont mis donc premier commit, ils ont ajouté le module pour traquer l'API, deuxième commit, ils ont apparemment updaté le tracking de l'API. Et ils ont ajouté un site customisé dans le troisième commit. Maintenant, on va utiliser Git Extractor. Git Extractor, ça va être très simple. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire tout le code source des commits. Git Tools, Extractor et Extractor.sh. Donc, de quoi il a besoin Extractor? Il a besoin de notre dossier .git et du dossier de destination. Donc notre dossier .git, il est dans dump. Et ensuite, le dossier de destination, ça sera extracted, je vais l'appeler. Donc là, j'ai mon dossier extracted, et si je rentre dedans, on voit que j'ai les différents commits et donc leur code source. Je vais commencer par rentrer dans le premier commit, regarder ce qu'il y a, et on voit qu'il y a un fichier trackapicr148.py. Ici, on voit un code qui donc nous apprend qu'il y a du cloud. Ici, on voit l'URL cloud.epsilong.htb. On voit AWS Secret Access Key, qui est donc une variable. Je pense que si on regarde les logs, si on regarde les anciennes versions de ce fichier Git, ou les versions plus récentes, je ne sais pas exactement si on est dans le dernier commit ou dans le premier. Ici, on aura donc les clés, je pense.
Quant à ici, là on voit c'est epsilong.htb, je pense que c'est ça, la fameuse typo, la fameuse erreur de frappe qu'il y a. Ici on voit également qu'ils font du lambda, donc qui est un système d'AWS pour exécuter des fonctions suivant certaines actions qui se passeraient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la 1 et on va regarder le deuxième ici. Voilà, si on regarde ici, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On voit que là, on a l'access key, on a le secret access key, on a le nom de région et l'endpoint URL. Toujours avec une faute d'orthographe, mais on a l'endpoint URL. Il ne veut pas que je copie-colle depuis VI, donc je vais l'afficher dans mon terminal. Je vais récupérer juste ces trois-là. Ok. Ensuite, je vais faire sudo vi/etc/host parce que on va rajouter les autres qu'on a découverts. Donc ça, c'était pour une ancienne machine. L'adresse IP 10.129.96.151. Et donc on a donc epsilon.htb et on sait également qu'on a cloud.epsilon.htb. Et donc là, si je ping epsilon.htb, ça fonctionne. Maintenant, je vais rentrer dans le commit numéro 3 et ici j'ai un serveur.py que je vais ouvrir. Et après avoir lu ce serveur.py, on remarque qu'ici on utilise un secret, que là il y a une variable secret key, et on remarque qu'ils utilisent un JWT pour ce qui est de la connexion. Évidemment, si on va sur le site web, on se rendra compte tout de suite epsilon.htb. Donc ici c'est interdit sur le port 80, mais sur le port 5000, on a une page de login, sauf qu'on ne peut pas se login. Je vais utiliser en fait les outils AWS pour récupérer la fameuse fonction lambda qui est sur le serveur. Donc pour ça, il va falloir, là la commande AWS je ne l'ai pas, il me demande si je veux l'installer, je vais lui dire oui. Donc il va m'installer la commande AWS. Une fois la commande AWS installée, on va pouvoir faire un AWS configure. Là, il va nous demander nos identifiants, donc access key. On va copier-coller le contenu de l'access key. Secret access key, encore une fois, on va copier-coller. Region name, US-East 1. Et output format, on va sélectionner le JSON. On va réutiliser la commande AWS, on va préciser le site web qu'on cherche à atteindre. En fait, avec l'option --endpoint, et le site web en question, c'est cloud.epsilon.htb. Et ensuite, on va faire un lambda-list pour lister, ou alors c'est pas lambda-list. L'idée c'est donc de lister les fonctions lambda qui se trouvent sur ce serveur cloud.epsilon. Si je fais juste lambda help, on va essayer ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Lambda, il me semblait que c'était list pour avoir la liste. Donc on va aller voir sur Firefox comment l'utiliser. AWS CLI pour Command Line Interface et lambda. Alors, donc c'est list function que je voulais. On a donc list functions. List-functions. Qui était donc ici également. Donc là, on voit qu'on a une fonction custom shop v1. Donc ça, c'est notre fonction, ok. Le problème, c'est qu'ici, ça nous apprend pas grand chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est télécharger le code source de cette fonction. Lambda download function code source. Alors, lui, ce qu'il nous dit, ça va être intéressant. Il nous dit d'utiliser la command line. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. AWS lambda get-function. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Au lieu de list function, on va faire un get-function. Ensuite, on doit préciser --function-name. Donc, --function
-name, le nom de la fonction, on va le mettre entre guillemets, et -query code location. Donc -query code.location. Alors je vois que sur Stack Exchange il marque ça en majuscule. Ok, après avoir marqué en majuscule, on obtient ici une URL qui va donc nous mener au code source de la fonction lambda. Donc on va faire un simple wget pour attraper ce fameux code. Maintenant si on regarde le fichier code qu'on vient de télécharger avec wget, on fait un file dessus et on remarque que c'est un fichier zip. Donc on va pouvoir faire unzip code. Là on a dézippé, on a obtenu lambda function.py, on va pouvoir lire ce qu'il fait. Et il n'y a pas grand chose d'intéressant dessus, mis à part en haut, nous avons un secret, juste ici. Donc ce secret, on va le récupérer. Je vais faire un cat et je vais récupérer ce secret, parce qu'il y a de grandes chances pour que ce secret soit le secret qui serve à signer les tokens JWT. Pour la création d'un token JWT, on va utiliser Python 3. On va importer JWT. Pour faire ça, il faut avoir installé, si on fait Python 3 JWT, il faut avoir installé PyJWT. Voilà, il faut installer ce paquet pour pouvoir faire un import JWT. Et ensuite, pour faire notre JWT, on va utiliser cette commande-là. Je vais la copier-coller. En gros, je vais juste appeler la variable JWT. Ensuite, on va faire un jwt.sum.encode. Ici, je vais ouvrir un nouveau terminal pour montrer dans htb epsilon extracted et le troisième commit. Si on regarde comment fonctionne server.py, on voit que la seule chose qui est vérifiée dans le token, donc ici ça sert à vérifier le token JWT, et la seule chose qui va vérifier, c'est s'il y a un username. Et ensuite, dans la suite du code, il va vérifier si cet username est égal à admin. Donc ici, notre payload, ça sera username et admin. Après, il nous faut le secret qui va servir donc à signer le JWT. Ce secret, on va utiliser celui qu'on a récupéré tout à l'heure. Donc, encore une fois, copier-coller. Et algorithme, on laisse HS256. Ensuite, on va printer ce token qu'on vient juste de créer. On le récupère. Et si on regarde sur le code source, on voit ici, dans la méthode pour se connecter, on voit que il crée, enfin qu'il set un cookie, donc qui configure un cookie qui s'appelle hôte et qui a la valeur du token. Donc on va faire pareil, on va aller sur le site web, on va créer un nouveau cookie pour ce site web. Donc son nom c'est hôte et sa valeur, on va la récupérer parce que c'est le cookie qu'on a créé, donc c'est ça. Et là, on devrait être connecté en admin. Si on regarde le code source, on voit qu'on a plusieurs pages. On a notamment une page /home. On va essayer d'atteindre cette page /home. Et en allant sur /home, là, on arrive sur la page, on est connecté en admin. Il nous dit bien Welcome admin. Donc ici, on a order, track, ok. Là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on peut entrer des choses. Et si on fait order, il nous dit Your order of classes has been placed successfully. Donc moi, mon idée, c'est de remplacer le contenu étant donné que ce qui se trouve dans costume est affiché sur la page, je pense qu'en modifiant cette valeur-là, on peut injecter du code. Donc je vais démarrer Burp pour tester cette théorie. Là, mon interception est on. Je vais aller dans les préférences de Firefox. Ici, je vais taper proxy.
Je vais aller dans les settings du proxy, 127.0.0.1 port 80.80, ok. L'interception est on. Ici je mets un 1, je fais order et je vais envoyer ça dans le repeater tout de suite. Si là j'envoie dans le repeater, ça va être à toute fin qu'on voit Your order glasses has been placed successfully. Donc ok. Étant donné qu'on sait qu'on est sur Jinja, sur Flask et Jinja, sur du Python, je vais essayer de faire une injection de code, une injection de template, une SSTI. J'ouvre les accolades 2 fois, 7 x 7, et j'ouvre les accolades et je ferme les accolades 2 fois. Si ça m'affiche 7 x 7, c'est que je ne peux pas faire de SSTI, c'est qu'il n'y a pas d'injection ici. Si par contre ça affiche 49, ça veut dire qu'il a exécuté le code. Et là, on voit qu'il y a 49 qui apparaît. Donc là, on va pouvoir, avec notre SSTI, récupérer un reverse shell. Donc je vais aller sur Actrix SSTI. Ça, c'est à cause du proxy. Tac, je vais désactiver le proxy. Donc ici, proxy. Je l'éteins. Ok. Là, je vais rechercher Flask. Et là, il nous dit Jinja, donc comment lire les fichiers, écrire dans un fichier distant, donc non, c'est pas ça. Remote code d'exécution, ça va nous intéresser beaucoup plus. Appeler subprocess.popen, ça nous intéresse. Là, il faut... Et donc, c'est celle-là, moi, je vais utiliser. Donc, appeler popen sans avoir à deviner le offset. Donc ça, je vais le sélectionner, le copier, et je vais le coller ici. Donc là, on va voir que il va faire sa tambouille pour pouvoir trouver le offset de popen. Donc jusqu'ici, tout va bien. On voit qu'ici, il va recevoir, ici, il y a IP. Donc on va mettre notre adresse IP, 10.10.14.37. Donc là, on lui dit de se connecter à notre adresse IP 10.10.14.37, port 44.44. Donc sur le terminal, on va tout de suite ouvrir un nouveau terminal. Et on va faire un netcat qu'on va mettre en écoute LVNP 4444. Ensuite, si on regarde ici, on a le 4444 et on voit ici, tac tac tac, dans la suite, il va faire un /bin/cat de flag.txt. Sauf que nous, c'est pas ce qui nous intéresse, on veut un reverse shell. Donc on va taper reverse shell one line. Là, je vais aller sur asafety. Il me dit que c'est only available in French, ok. Donc, pour ce qui est de l'ouverture d'un reverse shell, au départ, je voulais utiliser bash ou netcat, mais vous voyez, ça prend plusieurs arguments, etc. C'était un peu, ça allait poser quelques petits problèmes, il fallait faire quelques modifications. Après, je suis tombé sur le payload de la Python, et je me suis rendu compte qu'en fait, à la fin, il faisait p égale subprocess.call bin/-i. Si on regarde notre code, on a tout simplement un p égale subprocess.call, et là, dans le cas, nous, ce qu'on a récupéré sur Actrix, il fait un bin/cat de flag.txt. En fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais lui dire de faire un bin/sh -i. Donc là, argument -i. Donc c'est exactement ce qu'il fait ici, il fait un bin/sh -i. Et donc, en injectant ça, on devrait recevoir notre reverse shell. Donc sur burp, à la place du 7 x 7, on va injecter notre reverse shell. Donc copier-coller, on injecte tout ça, on envoie. Là ici, il se passe rien, c'est normal. Et ici, on a obtenu notre utilisateur. Et on voit que notre utilisateur s'appelle Tom. On va aller dans /home et on va regarder cd/ de Tom. Et ici, on a l'user.txt. Donc on peut récupérer déjà le flag utilisateur. On a le flag utilisateur. Le shell est un peu pourri, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma clé SSH pour me connecter en SSH, vu qu'on a vu que le SSH était ouvert. Donc je fais un dossier SSH. Ce dossier, je vais lui donner droit 700. Le dossier SSH, je vais faire un chmod 700.ssh, parce que le dossier SSH doit avoir ce chmod 700. Enfin, il doit avoir les droits 700 pour fonctionner. Ensuite, je vais retourner sur mon Kali. Je vais aller dans mon dossier home.ssh et je vais afficher ma clé RSA publique. Cette clé RSA, je vais la sélectionner et la coller dans la commande echo.
et je vais envoyer ça dans .ssh/authorized keys. Donc j'ai mis ma clé publique SSH dans le dossier .ssh de l'utilisateur Tom de la machine, et donc j'ai plus qu'à faire ssh tom à 10@10.129.96.151. J'accepte la clé d'identification et je vois que je suis connecté en tant que Tom à Epsilon. Donc on a un shell qui est correct, on a notre flag utilisateur, tout ce qu'il nous reste à faire c'est l'élévation de privilège, devenir root sur la machine. Et pour ce qui est de l'énumération, je vais utiliser linpiz. Donc je vais sur Google, je tape linpiz, je vais pizng sur GitHub, et dans les releases à droite, je vais télécharger linpiz.sh. Ensuite, ici, je vais quitter ce fameux prompt Python. Je vais retourner en arrière, je vais déplacer le linpiz que je viens de télécharger dans le dossier actuel et je vais faire un python 3-m http.server. J'ouvre un serveur http pour que la cible puisse télécharger le linpiz. Donc wget http 10.10.14.37 port 8000 et linpiz.sh. Ensuite, je rends ce linpiz exécutable et je l'exécute. Durant l'énumération de linpiz, il y a une chose que j'ai remarqué qui a l'air vachement intéressant, c'est ce /usr/bin/backup.sh. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire ce que fait ce fichier-là. Donc cat /usr/bin/backup.sh. Donc là, si on regarde, c'est un petit script bash. Premièrement, il va créer un fichier avec la date actuelle. Il va supprimer tout ce qu'il y a dans opt backups. Donc si on regarde ce qu'il y a actuellement dans opt backups, il n'y a rien. Ensuite, il va utiliser tar, cvf, opt backups. Donc, c'est-à-dire qu'il va récupérer les backups qui vont être créés dans opt backups et il va les déplacer. Non, il va faire une archive de tout le contenu de var3w app et tout ce qu'il y a dans var3w app sera mis dans une archive tar qui sera dans opt backups. Ensuite, il fait un sha1 pour calculer donc le checksum du fichier qu'il vient de créer et il met ça dans un fichier qui s'appelle /opt/backups/checksum. Il attend 5 secondes et là il va créer un deuxième fichier avec la date actuelle et il va lancer un tar du fichier backups qui se trouve. Il va créer un tar et ce tar contiendra l'archive tar qu'il a créé dans opt backups ainsi que le fichier checksum qui est dans opt backups. Et tout ça, ça sera dans un fichier tar qui sera dans var backups web backups. Et ensuite, il supprime tout ce qu'il y a dans opt backups. Donc la seule chose, moi, là, que je trouve intéressante, c'est ce hash. Si on fait un man tar et qu'on recherche l'option -h, donc on va -h, donc -h, il va suivre les liens. Donc c'est-à-dire que si on lui donne un lien, il va archiver le fichier vers lequel le lien pointe et non pas archiver le lien. Donc l'idée c'est de faire un script qui va remplacer le fichier checksum par la clé SSH de route. Et comme ça, quand le tar sera exécuté pour faire un backup dans web backups, à ce moment-là, on pourra récupérer ce fichier tar, l'extraire et récupérer la fameuse clé SSH du root qui se trouvera donc dans le dossier checksum. Enfin, on va faire un lien. Donc on est dans notre dossier home, on va créer un exploit.sh, on va mettre notre shebang /bin-bash et première chose qu'on va faire, on va checker si le fichier en question existe.
Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et quitter. Tout ça, je vais le copier-coller dans un fichier, histoire de pouvoir m'y référer. On va rouvrir l'exploit. Donc là, première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie que le fichier opt backups checksum est présent. Donc /opt backups /checksum. S'il est présent, on va le supprimer. Ensuite, on va créer un lien. Alors, je suis plus sûr du fonctionnement de la commande ln. Dans quel lien ça se fait? Ln, d'abord la cible, puis ensuite le nom du lien. Donc, on va faire un ln /root/.ssh/id_rsa. Et notre cible, c'est /opt/backups/checksum. Alors, je viens juste de me rendre compte que je me suis un peu planté. Ce qu'il me faut, c'est un if then. Là, on commence par supprimer ce fichier de checksum. On crée le lien entre la clé RSA du root et le fichier de checksum. Ensuite, on va echo un done, histoire de prévenir l'utilisateur que c'est fait. Et je pense que ça suffit. Je pense que ça suffira. Donc on va sauvegarder et quitter. Et on va lancer cet exploit avec une boucle while. Donc on va faire while true, do exploit.sh, done. True sans majuscule, je crois. Donc, CTRL C. Il faut que je rajoute les droits d'exécution sur mon exploit.sh. Et ensuite, il faut que je do./exploit.sh. J'ai fait donc une erreur dans mon exploit.sh. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça devrait fonctionner. Donc là, j'ai mon exploit qui tourne en arrière-plan. Il ne fait rien tant que le fichier checksum n'existe pas. Donc on va devoir attendre qu'il nous dise done, qu'il nous dise qu'il a terminé ce qu'il avait à faire. Et une fois qu'il nous dira qu'il a terminé ce qu'il avait à faire, ça voudra dire qu'il a supprimé le fichier checksum et qu'il l'a remplacé avec un lien menant à la clé SSH de l'utilisateur root. Donc là, on voit que ça a terminé. Seul problème, c'est que notre lien a échoué parce qu'il n'avait pas la permission. Alors théoriquement, après j'ai relu la commande, le man de la commande ln, je peux faire un "-s pour créer un lien symbolique et non pas un lien comme je créais avant, et f pour forcer la création du lien. Donc s pour le lien symbolique et f pour forcer la création. Comme ça, il devrait me le créer malgré le fait, en faisant avec les options "-sf, il devrait réussir à créer le lien. Donc là j'ai le message done, il a terminé, on voit que j'ai plus d'erreur. Tout à l'heure quand j'ai essayé de créer un lien, c'était pas un lien symbolique, c'était un lien dur entre guillemets, c'est-à-dire pour ainsi dire une copie du fichier, donc il pouvait pas, mais avec le lien symbolique, pas de problème, il peut. Donc maintenant si on regarde le code, on voit que le tar final est dans var backups, web backups. Donc je vais lister ce qu'il y a là-dedans, backups et web backups. La plus récente est date de 16h22, je vais récupérer cette archive-là. Donc cp/var backups, web backups, et cette est la plus récente. Ensuite, je vais pouvoir faire un xf pour extraire l'archive. Ça va extraire en un dossier opt, je vais rentrer dedans. Dans le dossier opt, j'ai le dossier backup. Et dans le dossier backup, j'ai mon checksum et mon tar. Mais si je regarde surtout le checksum, j'ai la clé de mon utilisateur root. Donc toute l'idée là, c'est que maintenant, je vais changer les droits. Non, les droits sont déjà bons. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais me connecter, comme ça, avec un "-i pour préciser la clé SSH. Donc, elle s'appelle checksum, et root
@127001. Donc je me connecte en route localement via SSH en utilisant la clé qui s'appelle actuellement checksum. Et ici on voit que je suis connecté en route. Si je me déplace dans /root, je peux cat le root.txt et j'ai mon flag. C'est tout pour le hacking de cette machine. Maintenant qu'on est root, on a les pleins pouvoirs, on peut faire ce qu'on veut. J'espère que vous avez appris quelque chose durant cette vidéo. Je vous souhaite un bon hacking et vous revois dans la prochaine vidéo.